les 14 heures. Donc, encore une fois, merci de vous joindre à nous, de prendre du temps pour ce 4e épisode de notre série sur les prospections online et offline. Donc, on va faire un focus aujourd'hui sur ce dernier épisode sur les bonnes pratiques des prospections offline. Bien sûr, toujours la possibilité, on le fera certainement en fin ou au fur et à mesure, de répondre à l'ensemble de vos questions via le chat. Donc, vous avez une petite bulle là à droite de votre écran certainement pour pouvoir remonter vos questions auxquelles on répondra ensemble. Et je ne serai pas seul à répondre à ces questions puisque je suis accompagné aujourd'hui de Julien Raffin, directeur du groupe C2I. Bonjour Julien, est-ce que tu es avec nous? Bonjour Alain, je suis avec vous à 100%, oui, totalement. Fantastique. Est-ce que tu peux en profiter? Je sais que tu es très connu, Julien, mais comme on s'adresse à la France entière, à nos 11 000 agents immobiliers, plus à tous les indépendants, est-ce que tu peux redire 2-3 mots sur qui tu es dans ces métiers de l'immobilier, puisqu'on est toujours accompagné, nous, par un professionnel qui est là sur le terrain? Bien sûr, donc moi je suis Julien Raffin, j'ai 36 ans, je suis agent immobilier depuis 13 ans, j'ai créé il y a 13 ans ma première agence immobilière dans le groupe C2I, qui était initialement une agence immobilière, je dirais, traditionnelle. Et depuis, on a évolué sur notre modèle, puisqu'on est en fait une structure hybride où j'ai 13 ou 14 agences immobilières, des agences propres et aussi une licence de marque pour agents immobiliers. Et on a 180 conseils immobiliers indépendants à peu près. Donc on est hybride, licence de marque sur les personnes qui veulent ouvrir des agences ou passer en agence, et conseil indépendant pour les personnes qui veulent travailler en indépendant comme ils pourraient le faire sur notre structure. Et on est basé sur Nîmes, en tout cas le siège dans le sud de la France. Voilà, super. Ouais, c'est ça que je voulais encore une fois signifier. On aime bien, en tout cas moi je sais que j'adore quand nous avons des professionnels de l'immobilier qui sont en dehors de Paris et de la région parisienne, parce que c'est souvent, comme notre siège est à Paris, en tout cas c'est un peu plus rare. Donc vive le Sud, en tout cas. Un petit rappel pour ceux qui viendraient de nous rejoindre et qui auraient été confinés depuis 2008. Meilleurs agents en quelques chiffres, c'est un vendeur sur deux aujourd'hui qui démarre son projet sur notre plateforme. C'est 2,4 millions visiteurs uniques par mois. Une agence sur deux qui nous fait confiance, 90% de réabonnement avec nos partenaires et on contribue à minima à 22% du chiffre d'affaires. En quelques mots, notre mission de tiers de confiance sur cette plateforme, et puis vous verrez, on va attaquer le sujet, mais c'est les 2 minutes de promo de meilleurs agents. On va, nous, en tout cas, pour les particuliers vendeurs, en tout cas les porteurs de projets, leur donner de l'information, ce qu'on fait depuis 2008 d'ailleurs, pour qu'ils s'informent sur le marché, qu'ils estiment leurs biens, en tout cas, qu'ils fassent une première estimation en ligne, puis que ça les incite à venir sélectionner une agence ou un agent pour une évaluation, et enfin choisir une agence pour faire son projet, et si possible, évidemment, travailler en mandat exclusif. De l'autre côté, nos partenaires agents immobiliers, eh bien, sur la plateforme, on va essayer de les mettre en lumière encore plus en leur donnant de la visibilité, de la notoriété, et puis de proposer un certain nombre d'outils qui vont leur permettre de gagner du temps, notamment dans leur prospection, avec des outils ciblant la prospection, des outils permettant de rencontrer les vendeurs et de justifier les évaluations. On a 3 chapitres aujourd'hui. Qu'est-ce que la prospection offline? L'évolution des bonnes pratiques entre hier et aujourd'hui, entre ceux qui vont démarrer ce métier, ceux qui le démarrent depuis peu de temps et ceux qui sont là depuis 20 ou 30 ans, puisqu'il y en a en ligne, et puis à votre serviteur aussi. Qu'est-ce qui a changé entre aujourd'hui et hier sur ces pratiques de prospection? Et puis, on fera un focus sur les autres canaux de prospection possibles. On vous représente, mais alors pour ceux qui ont suivi tous les épisodes, d'ailleurs, vous les retrouvez en replay sur Wikimo Pro, notre site, pour regarder le 1, le 2, le 3 et le 4. Là, c'est juste un rappel sur… Il n'y a rien de magique dans les canaux de prospection ou dans la prospection. Bien sûr, dans un premier temps, il y a une volonté ou une stratégie de mettre en œuvre des prospections pour aller chercher des affaires et des contacts. Donc, on a mis en orange là tout ce qui était prospection offline, c'est-à-dire classique ou terrain en dehors du digital, mais vous allez voir que ça s'embrique tout le temps de toute manière. Mais en gros, il y a évidemment toutes les opérations dites de porte à porte pour aller chercher des contacts, des mandats de vente. Il y a tout ce qui est boitage. On évoquera tout ce qui est pige et prospection téléphonique, qui sont deux approches complémentaires mais quand même différentes. Et puis les apporteurs d'affaires. Et puis en digital,
On a fait des focus déjà sur les précédents épisodes sur la visite digitale et les réseaux sociaux, et puis l'ensemble des outils digitaux de prospection. Quand on met nombre d'opportunités, ça pourrait être de dire, est-ce qu'à un moment donné, quand je décide de prospecter, je mets une stratégie en place ou j'ai déjà une stratégie en place et comment je peux la mesurer. D'abord, on réinsiste sur la multiplication des canaux plus de la répétition, et certains rajouteraient du cœur, parce qu'à un moment donné, je dois savoir pourquoi je suis là, pourquoi je le fais, qu'est-ce que j'ai à donner à mes clients et est-ce que je mets du sens dans ce que je fabrique. Ça serait la troisième rubrique. La première, c'est multiplier les canaux. Bien sûr, il faut être présent sur tous les canaux et en répétition, puisque vous verrez qu'il faut souvent 4, 5, 6, 7 contacts pour transformer un prospect en un éventuel client ou en tout cas rentrer en contact avec lui. Donc, on a décidé aussi de vous remontrer très rapidement, puisqu'on l'a fait dans l'épisode 1, c'est de se dire, c'est très beau, cette prospection omnicanal, mais est-ce que je pourrais mesurer ou connaître qu'est-ce qui est rentable pour moi ou qu'est-ce qui me rapporte concrètement, comment mon chiffre d'affaires va être réalisé en fin d'année, c'est-à-dire d'où viennent les mandats, est-ce qu'ils viennent de la pige, est-ce qu'ils viennent des apporteurs d'affaires, des concurrents, du porte-à-porte, de leads vendeurs issus du digital ou de chez Meilleurs Agents, de la pige, de la prospection téléphonique, de mes anciens clients. Donc, on vous a donné un exemple où je descends un funnel comme ça de, tiens, mes 14 ventes par an qui ont été réalisées. Pour réaliser 14 ventes, il a fallu que je génère 50 mandats parce que je vais vendre 1 sur 4, 1 sur 5. Pour générer 50 mandats, si votre agence ou vous-même, vous transformez une estimation sur 2 en mandat, il a fallu que vous génériez 100 estimations. Et puis, ces 100 estimations pour les avoir, parce que si vous ne faites pas 100 estimations, vous n'aurez pas votre 14 ventes. Comment ça s'est organisé dans vos différents sourcings? Là, on a pris un exemple pour dire, tiens, j'ai 5 estimations qui venaient du boitage, 50 du porte-à-porte. Donc là, on voit que c'est une structure qui était beaucoup dans la prospection terrain. 8 par les apporteurs d'affaires ou le relationnel, 2 chez les confrères, 10 par le digital et 25 sur la pige. Tout peut être complètement remodelé en fonction des goûts et des envies de chacun, des habitudes et puis des envies et de la réussite de vos équipes. Vous avez des agences qui prospectent très peu en porte-à-porte, d'autres beaucoup. L'essentiel, c'est d'avoir un multi-canal, de vous être donné toutes les chances de pouvoir réaliser ces 14 ventes. Et si, au lieu de 50 en porte-à-porte, c'est 50 en apporteur d'affaires, j'ai envie de vous dire, tant mieux. En tout cas, il n'y a pas de bon sourcing. Il y a quel est le bon sourcing pour vous. Et voilà un exemple d'un funnel de comment j'arrive à mes 14 ventes. Si on refait un focus sur la prospection terrain, d'abord, on se dit, et c'est là où c'est très intéressant de pouvoir échanger avec Julien sur, tiens, on se rappelle encore une fois qu'il faut, certains en tout cas vont cibler leur zone de prospection en amont, vont peut-être sectoriser, vont peut-être déterminer un nombre de boîtes aux lettres, vont peut-être faire des objectifs, s'entraîner avec peut-être un pitch ou des intentions en tout cas dans leur prospection et se préparer aussi à gérer peut-être beaucoup plus de refus ou de bons contacts que de très bons contacts. Est-ce que sur la prospection terrain, Julien, on est là-dedans? C'est-à-dire, est-ce que toi, avec tes équipes, tu es dans ce schéma-là de ciblage, de clarifier? Est-ce que tu fais de la prospection terrain encore? Et puis, sur ce qui est la réussite d'une prospection, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le point 1, 2 ou 3? Ça, je reprends mon souffle. Ouais, alors je reprends juste sur le visu d'avant pour vraiment contextualiser la prospection physique. Alors oui, on la faisait hier, on la fera demain, on la fera après-demain, quoi qu'il arrive, parce qu'on reste un métier d'humain fait par des humains pour des humains. Donc le digital et tout ce qu'on va voir après, effectivement, tout vous avez vu sur les précédents webinars, c'est quelque chose qui vient en plus, mais qui nullement vient remplacer. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se rajouter à ce qu'on va faire de façon plus traditionnelle. Première chose, effectivement, cibler sa zone de prospection. Moi, aujourd'hui, je conseille aux conseillers de travailler des zones de 2500 boîtes aux lettres dans le privé, c'est-à-dire vraiment d'avoir un potentiel marché de 2500 boîtes aux lettres. Mais ça, très souvent, un conseiller, ça ne lui parle pas. Donc, moi, ce que je fais, on fait un exercice qui est très facile. En fait, c'est 2500 boîtes aux lettres. Je vais prendre le nombre de DIA ou alors on va prendre un taux de rotation moyen à 3,5%. On va le transformer en nombre de ventes potentielles. Ce nombre de ventes potentielles, je vais enlever 35%, qui sont les ventes de particulier à particulier, et je vais multiplier le nombre de ventes qui va me rester par les honoraires moyens sur le secteur. Et donc, je vais dire aux conseillers, parce que les conseillers veulent très souvent avoir des gâteaux beaucoup trop grands.
et qui seront indigestes et qui ne pourront pas manger. Et je leur dis, imagine cette petite zone que tu vois, ça correspond à mon village de Bouillargues, 6500 habitants, 2500 boîtes aux lettres. Il y a une valorisation financière du marché à 500, 600, 700 000 euros. C'est-à-dire que, en fonction de la densité des territoires, à moins de 2 km de là où tu habites ou de là où il y a ton agence, tu as 600, 700, 800 000 euros qui dorment. Est-ce que 700 000 euros, ça te parle plus que de dire il y a 72 DIA? Et du coup, les conseillers voient qu'ils ont en fait un potentiel énorme devant leur nez. Deuxième chose, clarifier ses objectifs, effectivement. Quand on part en prospection, pourquoi, quand, comment? On ne part pas en prospection en disant le patron m'a dit de partir en prospection. Et d'ailleurs, moi, la prospection, je l'appelle l'art de la prospection. C'est-à-dire, c'est vraiment, il faut aimer le faire et il y a tout un art derrière tout ça. Troisième chose, s'entraîner pour réussir les jeux de rôle. On en a parlé, code d'apprentissage, 80% des choses que tu fais, mais tu vas les retenir et les acquérir. Donc, des jeux de rôle classiques et se préparer au nom. J'ai même pas envie de dire se préparer au nom, c'est aimer le nom. C'est-à-dire être dans une démarche. Les conseillers, je les envoie en prost, physique ou téléphonique, en leur disant, OK, tu vas taper à la porte ou passer un coup de fil. Enfin, je les envoie quand je le fais aussi. Tu ne vas pas aller chercher des oui ou des informations, tu vas aller chercher des noms. Et comme ça, tu cours après des noms et c'est même plus que tu es préparé au nom, c'est que tu vas chercher du nom. Et du coup, cette connotation négative du nom, ça devient quelque chose, c'est une recherche de nom. Et du coup, on est à l'aise avec ça. Et pour continuer sur ça, phrase d'accroche, que ce soit en prospection téléphonique, physique, en prise de mandat, il faut systématiquement qu'un conseiller ait sa phrase d'accroche qui va lui permettre d'être dans une zone de confort. Au moment donné, il va commencer cette interaction externe qui est très souvent pas naturelle. Deuxième, posture, présentation langage, la base, comme un rendez-vous, 20 premiers mots, 20 premières secondes, un premier geste, la façon dont on est habillé, donc classique. Et après, toujours laisser quelque chose à un prospect. Et là, on parle de plaquettes commerciales, flyer, carte de visite, mais tu peux aussi apporter de la valeur. C'est-à-dire, au lieu d'apporter un flyer, on estime gratuitement, ben non, va apporter. Nous, on fait un magazine local, on peut l'appeler la Gazette, on peut l'appeler comme on veut. Tenez, je vous apporte le magazine local de la commune. Je vous apporte les numéros utiles de la commune. Je vous apporte une revue, on peut appeler ça comme ça, un magazine sur lequel vous allez trouver les horaires de la déchetterie, les jours du marché et toutes les informations médicales, paramédicales, associatives. Tu peux faire des jeux concours. Qui va te reprocher? Nous, ça fait X années qu'on amène le programme de la Coupe du Monde ou de l'Euro. Voilà, vous avez un programme de la Coupe du Monde offert par votre agent immobilier Julien Raffin et un jeu concours. Gagnez votre maillot de l'équipe de France. Et ça, en fait, aujourd'hui, les conseillers, ils ont peur de taper aux portes, mais réellement, ils ont une fausse peur. C'est-à-dire qu'ils disent que j'ai peur d'aller taper pour déranger. Je leur dis, écoute, si demain, tu vas taper aux portes comme ils le font aux États-Unis, pour amener chez le client, tu vas avec un chèque de 10 millions d'euros, vous avez gagné au loto. Est-ce que tu aurais peur de taper aux portes? Non. Donc, en fait, tu as peur de taper aux portes parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire et que tu n'as rien à apporter. Réfléchis qu'est-ce que tu pourrais apporter. Et du coup, on est tous contents d'aller taper aux portes parce qu'on est toujours bien accueillis et que ça se passe hyper bien. D'accord. En fait, il y a plein de choses qui sont classiques, on va dire, dans la prospection terrain qui se fait, qui se fera et qui s'est faite, entre guillemets. Et il y a beaucoup de changements dans ce que tu dis, beaucoup de changements, ou pour certains en tout cas, pour d'autres, ils sont déjà en place là-dessus, sur surtout l'état d'esprit, sur surtout passer de cette position de demandeur à offreur avec ce que tu évoques comme je concours, numéro utile de la ville, etc., etc., avec je sais ce que j'ai à apporter, je sais pourquoi je vais prospecter et je sais à quoi je vais m'attendre, en gros. Donc, ok, moi, c'est assez clair en tout cas. J'ai pas envie d'en rajouter. Sur sa phrase d'accroche, chacun les siennes, j'ai envie de dire, mais en tout cas, il faut qu'il y en ait. Sur la posture et le langage, en effet, ça fait partie d'une réflexion aussi. Et sur les supports publicitaires, comment à chaque fois je me différencie, comment je deviens encore une fois unique, complètement différent dans cette prospection terrain. Et puis pour certains endroits ou certaines villes, il y a beaucoup d'agences aussi ou d'agents qui prospectent moins, qui prospectent plus. Donc le fait d'aller sur ce sourcing où en effet j'ai un contact humain qui va m'apprendre tellement de choses en dehors de tout ce qui est écrit ici. En tout cas, on était en train de dire comment je mets en avant mes atouts. Ça veut dire que comment, en tout cas pour ton entreprise à toi, tu as pu communiquer ou mettre en avant, encore une fois, soit des choses que tu vas offrir aux clients, soit des résultats, soit une manière de travailler, soit une plaquette avec des avis clients positifs. Ouais, je t'en prie, Julien. Techniquement, le truc très facile, communiquer sur une victoire. Quelle est la victoire d'un conseiller immobilier? Une vente. Moi, quand je rentre dans un quartier, on a une méthodologie post-vente. Et pour rester sur la prospection, on va systématiquement boîter. Alors, bien entendu, aujourd'hui, on va boîter là où il n'y a pas le stop pub. On va éviter les problématiques. Et on va simplement communiquer. En dehors de dire on a vendu,
on va faire du storytelling. Pourquoi monsieur le vendeur m'a confié le bien? Quelle était sa problématique? Comment ai-je répondu à sa problématique? Et quel est le résultat de l'action? Et du coup, on fait du storytelling après toutes les ventes et les gens apprécient parce qu'il y a un péché chez l'être humain qu'on n'utilise pas assez, c'est la curiosité. Et à partir du moment où tu vas engager en disant ah ouais, mais elle, sa maison, c'est des volets bleus, mais vous l'avez vendue, elle m'a dit que, et c'est facile. Et donc, tu communiques tout le temps avec, et tu fais ça, tu as ton avis client positif de Madame Dupont qui a vendu le bien grâce à toi, et après, bah, tu as le storytelling autour de ça. Et tu humanises. Alors, tu peux l'avoir aussi bien, oui, et puis tu peux l'avoir aussi bien en effet en flyer en le racontant, mais c'est exactement la même chose que tu vas dupliquer sur tes réseaux sociaux, ce fameux storytelling, où encore une fois, je crois que cette semaine, j'ai dû le faire à 2 ou 3 partenaires, où quand ils me mettent en avant, en tout cas, j'ai vendu et qu'ils se mettent même devant avec le panneau, je leur dis, ah, ça serait drôlement bien si vous pouviez me raconter l'histoire, quoi. En quoi vous avez fait la différence et en quoi il y a une belle histoire à raconter parce qu'en effet, c'est ça qui va intéresser les autres prospects et vos autres futurs clients. Et puis la chose où il ne faut pas se décourager, c'est le travail sur la durée. Ça veut dire que créer une relation et entretenir un lien, qu'elle soit d'ailleurs en prospection terrain ou ailleurs, il faut qu'il y ait beaucoup de constance et de régularité. Et c'est ce qui va manquer à beaucoup d'organisations, quoi. Le fait de dire, bah, ok, je sème, mais parfois, il y a beaucoup d'actions où on n'en voit pas, où on n'en perçoit pas tout de suite les résultats. Et ben, il y a des choses qui vont venir, mais dans le temps. D'où l'importance, on va le voir, de pouvoir sourcer, mesurer, parce que vous allez avoir des belles surprises sur d'où viennent, en fin de compte, mes opportunités. Donc, il y a cette histoire de mettre en avant ses atouts et se différencier et de travailler sur la durée. Faire encore une fois un coup de temps en temps ou une prospection de temps en temps, c'est pas ça qui va payer, quoi. Tu partages ça, Julien? Tu sais ce que c'est? Alors, la métaphore que j'utilise tout le temps avec mes conseillers ou avec des conseillers que je forme, c'est une salle de sport. La prospection, c'est comme à la salle de sport. Si tu vas à la salle de sport, tu peux y aller 7 jours par semaine, 3 heures par jour, tu n'auras aucun résultat, tu vas te dégoûter. Par contre, si tu as une méthode, tu vas avoir un coach, il va te dire, OK, tu veux travailler les pecs, ça ne sert à rien d'aller 7 jours par semaine. Tu vas travailler ce muscle-là avec ce muscle-là. Et en fait, tu vas laisser du temps entre. Et puis, tu vas avoir de la récurrence, mais tu vas pouvoir, ce que tu mets en place, tu vas pouvoir le faire pendant 20 ans, si pendant 20 ans, tu as envie de faire de l'immobilier. Et souvent, les conseillers, quand ils commencent d'ailleurs, ils se mettent dans le rouge. Ils partent voter pendant 12 heures. Et en fait, ils disent, il n'y a aucun résultat. Mais il n'y a personne qui a eu des résultats sur son corps dans une salle de sport avant 3, 4, 5, 6, 7, 12, 24, 36 mois. Et c'est hyper important. Mais ça, je pense qu'en tant que manager, et c'est notre rôle, on doit l'expliquer à nos manager. Il y a des conseillers par boîtier, ils me disent, j'ai pas eu de résultat. Je dis, bah, c'est très bien. Tu vas botter 2500 boîtes aux lettres, le taux de retour, c'est 1 pour 2500. En dessous de 1, il y a 0. Donc, c'est normal. Tu fais de la notoriété. Et au bout de 7, 8, 9 interactions, quand tout le monde aura décroché, tu continueras et tu commenceras à tirer les fruits de ton travail. Mais c'est bien d'anticiper, de reparler aussi du rôle, évidemment, de l'état d'esprit de l'agent qui prospecte, 2, s'il travaille en équipe ou s'il travaille ou en tout cas s'il y a une organisation avec un manager, en effet, ce point-là est très important parce que évidemment, on en a connu beaucoup des négociateurs qui partaient pied au plancher pour entrer dans une spirale négative, s'user et ne donner rien. Donc, c'est très important de dire que l'immobilier est un temps long, qu'il y a plusieurs canaux et qu'il faut de la récurrence, quoi. Je glisse ici quelque chose qui est important. Alors, je le glisse volontairement, évidemment. On a un outil, nous, où on voit bien qu'on peut, de la prospection terrain ou du digital, être complètement en concordance. On a un nouvel outil qui s'appelle la carte de prospection qui nous permet, nous, bon, c'est une carte en fait chez Meilleurs Agents, hein, qui permet où sont affichées toutes les zones et les projets des prospects de votre zone qui ont fait des estimations sur notre site. Ça va ressembler à sur votre page, pour ceux qui sont abonnés, à un certain nombre de projets et de séries où, au-delà de la vue détaillée et complète de chaque projet, c'est-à-dire vous avez là maison, 3 pièces, la surface, vous avez le prix d'estimation en ligne et vous avez des ronds jaunes et verts. Jaune voulant dire que c'est des projets à moins de 3 mois, bleu à plus de 3 mois. Donc ça veut dire que c'est encore une fois, je peux partir sur une zone ou un secteur sur une prospection avec ce que tu expliquais, c'est-à-dire mes déclarations d'intention d'aliéner, là, avec mes 3,5% plus, j'en vends 35%, je mets les honoraires moyens et je fais des secteurs de 2500 boîtes aux lettres ou de 700 000 € de chiffre d'affaires potentiel. Ça, c'est une chose. Et je peux dire, bah, je dois aller en récurrence et pour de la notoriété et trouver des affaires, tout prospecter. Je peux aussi me servir de cette carte de prospection pour zoomer sur les zones où il y a des choses et auquel cas, pour les négociateurs, aller
de temps en temps ou suivant la demande des acquéreurs ou de mes besoins, aller uniquement sur les zones où je suis sûr qu'il y a des projets. Et ça, c'est le bon complément entre de la prospection terrain et de la prospection digitale. Est-ce que toi, tu utilises la carte de prospection, Julien, ou est-ce que tu l'as utilisée, ou est-ce que tes équipes l'utilisent? On l'utilise parce que c'est formidable. Un conseiller, si tu lui dis tape à la porte, je suis sûr qu'il y a un projet, tout le monde va taper à la porte. Et en fait, l'incertitude fait qu'il passe moins à l'action. Quand tu dis tu as un projet quasiment assuré sur on va dire sur un rayon de 20 mètres, donc en gros, tu as une chance sur 5 d'avoir le projet, bien sûr qu'ils y vont. Parce que l'aversion à la gagne sera beaucoup plus importante que de dire je vais perdre, donc je fonce. Et donc, ouais, on l'utilise, c'est un bon outil parce que moi, j'aime bien l'efficience. Et tu es efficient quand tu es là-dedans parce que tu n'es plus sur 3,2%, mais là, tu tapes, tu n'es pas du 1 sur 1, mais tu es sur un ratio qui est hyper élevé. Donc, ouais, On est un peu moins dans, ouais, on est un peu moins dans une aiguille, dans une botte de foin. On est plus dans, on sait qu'il y a des projets. Donc, à nous de les trouver. Donc, il y a presque un jeu ou une carte au trésor, quoi, entre guillemets. Ce qui peut être des fois plus motivant, même pour les équipes, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à trouver, quoi. C'est ça. Exactement. Dans notre nouveauté sur cette carte de prospection, parce que vous nous avez demandé quelques nouveautés, il y a évidemment, je peux ajouter un statut, c'est-à-dire que j'ai un projet qui a moins de 3 mois, je vais sur le terrain, je trouve, je peux dire j'ai vérifié, ce projet je l'ai identifié, on l'a déjà, l'estimation est en cours, le mandat est pris, je vais pouvoir statuer directement sur l'outil, je vais pouvoir ajouter des commentaires, je vais pouvoir le partager à quelqu'un de l'équipe parce que ce ne serait pas mon secteur ou une information qui ne m'intéresse pas mais qui peut intéresser quelqu'un d'autre. Donc voilà, et tout ça en temps réel. Donc vous avez les estimations en temps réel, les zones avec les projets qui s'affichent et sur la droite, vous le voyez là, vous avez la possibilité de filtrer. Je veux que les appartements, que les maisons, je veux que des grands terrains, que des petits terrains, que les moins de 3 mois et je vais pouvoir statuer pour savoir où j'en suis à chaque fois. Et depuis quelques semaines maintenant, il est non seulement responsive design, mais aussi sur le smartphone. Ça veut dire que vous allez avec votre projet, vous avez ciblé ce qui vous intéresse. Et une fois sur le terrain, bah, peut-être qu'il est tombé à nouveau des estimations entre ce que vous avez prévu le soir et la fin de matinée. Et à nouveau, vous allez pouvoir repérer des zones et aller chercher la bonne information, surtout avant les autres. C'est surtout avant les autres. Dans les autres sources de prospection, on en était aussi à se dire, bon, comment je peux faire? On a vu toutes nos sources pour arriver à nos ventes, pige, prospection terrain, etc. Qu'est-ce que je fais avec le voisinage? Qu'est-ce que je fais avec les concierges pour ceux qui sont dans des centres-villes ou dans des villes où il y a des concierges? Qu'est-ce que je fais avec les associations de quartier? Qu'est-ce que je fais avec les clubs d'entrepreneurs? Est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples, Julien? J'en donnerai 2-3 après, en complément, si tu les, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, quoi. Totalement. Mais déjà, la première chose, très souvent, c'est pareil. Un conseiller, il est sur un secteur, il va faire quoi? Il veut chercher les apporteurs d'affaires. Et tout de suite, il ne connaît pas la personne, il y va, on vous donne 500, 1000, 2000, bientôt on donnera plus que nos honoraires. Et ça sera magnifique. Au lieu de commencer par le commencement, on est deux êtres humains, on doit créer du lien, apprendre à se connaître. Donc moi, je dis aux conseillers, quand vous commencez sur un secteur, ne demandez rien. Vous allez vous présenter. Alors, si on prend ce qu'il y a ici, le voisinage, déjà de dire, voilà, moi je suis conseiller immobilier, référent du secteur, en expliquant son historique, j'habite depuis X années, peu importe. Je suis là si vous avez besoin de moi, mais je ne demande rien. Le concierge, d'aller s'intéresser à la personne. J'ai discuté, parce que dans ma famille, j'ai une tante qui est avec un concierge, en fait. Il m'a expliqué son point de vue sur les agents immobiliers. Autant dire que l'image qu'on a, l'agent immobilier qui vient avec sa belle voiture, je te donne de l'argent, mais ça, c'est fini. C'est-à-dire que la personne, il veut être considéré. Depuis combien de temps tu es concierge? Pourquoi tu es là? Et on va créer du récurrent. Et du récurrent dans la relation, ce qui va faire qu'en fait, il y aura une vraie relation et pas une relation basée sur je te donne 500 € si j'ai une info. Association du quartier, en fait, c'est naturel. C'est-à-dire, j'habite à Bouillard, je m'occupe des jeunes au foot et en fait, je travaille sans travailler. Mais ce n'est pas un truc où tu dois aller pousser. J'y situe, je suis investi. Avec les moyens que j'ai, je vais donner un peu dans toutes les associations. Donc, je fais de la communication, de la prospection. J'y suis naturellement. Et club d'entrepreneurs, formels ou informels. Et si d'ailleurs, il n'y en a pas dans vos zones, ben, lancez les associations de commerçants ou relancez-les, dynamisez-les. Et l'agent immobilier, pour moi, doit être la porte d'entrée d'un secteur. Dans ma commune, comme dans les communes où on a d'autres agences, nous sommes les portes d'entrée. Les premiers ambassadeurs du secteur, c'est nous. Même plus que la mairie. Autant que l'office du tourisme, j'ai envie de dire. Et du coup, ça va drainer. J'aime bien l'idée dans les associations de quartier ou de commerçants, soit elles existent, soit je les crée. C'est une très bonne idée. Pour ceux qui ont des agences un peu grandes, parfois les associations de commerçants ont fait des choses, elles en font un peu moins. Ils cherchent des fois un lieu pour se réunir.
ça peut être un très bon exemple de les réunir chez vous si vous avez évidemment un point de vente, parce que non seulement leurs clients sont vos clients ou vos futurs prospects, mais eux-mêmes, les commerçants, sont aussi des investisseurs et des prescripteurs. Les clubs d'entrepreneurs, on entend beaucoup parler des BNI. Tu as ça dans ton coin ou tu as des échos là-dessus? Moi, j'ai des bons échos de beaucoup de clubs d'entrepreneurs qui s'appellent les BNI, où en général, c'est un par secteur d'activité qui se réunissent assez tôt le matin, Ouais. mais qui, certains en tout cas, s'y retrouvent avec ça. Tu as entendu parler de ça, toi aussi, évidemment? J'y étais pendant 2 ans et demi. Alors, c'est comme tout, c'est-à-dire que un club d'entrepreneurs comme une association dépend des personnes qu'il y a dedans. Donc, du coup, le BNI a l'avantage d'être, on va dire, le plus gros réseau d'affaires au monde et du coup, avec une organisation qui va avec. Maintenant, tu peux avoir la plus belle Ferrari. Si dedans, tu n'as pas de pilote et de copilote, ça ne marchera pas. Donc, moi, j'étais dans un BNI, j'ai fait des excellentes rencontres, mais j'étais à mon petit niveau avec une notaire qui faisait de la transac. Donc, en fait, j'étais dans un BNI qui était, pour moi, pas profitable en rentrée de business. Par contre, j'ai trouvé mon avocat grâce au BNI. J'ai fait un réseau d'affaires puisque en tant qu'entrepreneur, ma finalité n'est pas juste de récupérer des biens à la vente. Mais j'ai un affilié, Stéphane, qui est sur Aix, qui est dans un BNI. Il quantifie, on en parlera après, de la quantification du business par chacun ou chacun des strates de prospection. Il génère chaque année 30, 35, 40 000. Donc, ouais, il y est pour un investissement de 1200 euros et le fait de se lever, ouais, d'être à 6h30 ou 7h le mardi matin en réunion. Oui, Donc, oui, c'est ça. C'est un peu tôt. Tu vois, pour les concierges, j'avais eu de belles initiatives quand tu dis d'abord, on ne met pas la charrue avant les bœufs, c'est je crée de l'humain, je dis qui je suis et je crée du lien parce que rien n'est possible s'il n'y a pas de confiance de toute manière. J'ai aimé quelques opérations dans des grandes villes à Paris et à Lyon, je crois, sur des concierges où les organisations, en tout cas, où les agences étaient très dans je me constitue d'abord, je répertorie quels sont mes concierges, je fais d'abord connaissance avec eux, je les invite sans parler business, à prendre un café, un thé, et encore une fois à créer du lien au sein même de l'agence ou du market center ou du lieu, en tout cas. Et puis après, au fur et à mesure, on voit bien que ça arrive tout doucement. Et puis même d'organiser ensuite des challenges avec eux. J'ai vu des choses très rigolos avec même des noms marketés très marrants. Je crois qu'ils avaient appelé ça les Guardians Party. Donc voilà. En tout cas, comment je peux faire au lieu d'arriver avec mes gros sabots et avant de me présenter, de dire voilà, je vous donne tant, comment je peux créer du lien, ensuite les inviter, partager des choses et faire des challenges. Tout ça est possible. Le boitage, ça tombe bien sur ce deuxième chose parce qu'en plus, on a des questions qui sont arrivées en direct. Comme ça va nous permettre de juste rappeler ce point de droit sur la nouvelle loi du 11 février 2020 ou en tout cas ce qui est renforcé. Bien sûr, flyers en boîte aux lettres, oui, je peux, tu le disais tout à l'heure, sauf s'il y a un stop pub. Et puis, on va même à dire, nous, c'est drôlement bien quand je peux me différencier dans mes flyers, faire des courriers nominatifs sous enveloppe pour pas qu'elle termine, comme on le dit souvent, entre le flyer de la boîte à pizza et puis de je sais pas quoi. Et puis, qu'est-ce qui est interdit? Flyer sur les voitures, cadeaux non sollicités en boîte aux lettres, porte-clés, clé USB, calendrier. Interdit sauf si accord du destinataire à la suite d'un échange téléphonique. Vous voyez, après, ça peut être un peu borderline. Donc, attention. Et la contravention de 1500, elle monte à 3000 en cas de récidive. Donc, voilà ce qu'on peut rappeler sur la loi et sur ceux qui, à un moment donné, disaient mais est-ce qu'on peut prospecter ou pas? Voilà les règles en tout cas. Et nous, on privilégie encore une fois un peu de différenciation avec comment sortir du lot. Et dans ces prospections en boitage, par exemple, ou d'abord prospection physique puis boitage, on voit que 70%, 69% des courriers adressés sont regardés et lus attentivement, voilà, sous enveloppe nominative. 67% des individus exposés à un courrier adressé se souviennent de la marque et d'au moins un élément du message. Donc ça, c'était une de nos préconisations. Ça veut dire, me différencier, faire quelque chose qui a de la valeur, qui amène de la curiosité et qui est qualitatif, quoi. Et si je fais ça en récurrence, évidemment qu'on a de bons résultats. Tu partages ça, Julien? totalement, ça fait déjà un petit moment qu'on a arrêté le boitage. Alors déjà, l'estimation gratuite et tout ça, ça fait très longtemps que c'est fini. Maintenant, voilà, il suffit de regarder comme voilà, les chiffres parlent. C'est-à-dire en gros,
on a tous nos canaux d'entrée de mandat, on regarde. Et le courrier adressé, alors certes, ça coûte 60 centimes d'affranchissage, mais c'est bien parce que dès qu'il y a une mini difficulté pour beaucoup de conseillers, ah non, on peut pas, On élimine des concurrents. Bah, tu es tout seul en fait. À l'arrivée, tu es tout seul à faire quelque chose qui est basique. C'est-à-dire, on a industrialisé, on a acheté une machine à affranchir, une plieuse, et on en envoie 200, 400, 500. Mais ce n'est pas le coût qui compte, c'est un investissement. Et 69% le regard, tu as des taux de retour qui peuvent aller, si c'est ciblé, à 5, entre 4 et 5, 6%. Alors qu'on est à 0,0 quelque chose sur du flyer. Donc, Exactement. je partage à 10 000%. Ok, super. Quelle pratique à adopter? Alors, on a remis encore une fois, on sait que ceux qui sont avec nous aujourd'hui, on a un petit peu moins de 1000 inscriptions aujourd'hui sur ce webinaire, mais il y a des gens qui démarrent, il y a des gens qui sont très confirmés, il y a des managers, il y a des agents indépendants, il y a des agents en agence. Donc, on s'est remis à un moment donné, cibler une zone de prospection précise qui vous semble prometteuse, ou avec la carte de prospection meilleurs agents, vous savez où sont les zones, donc du coup, vous pouvez même fabriquer votre flyer sur un spécial maison, spécial terrain, spécial avis client réussi sur cette zone-là, parce que vous savez déjà qu'il y a des projets. Personnaliser et qualifier votre prospectus immobilier, on voit bien qu'on vient de le dire avec Julien. Distinguez-vous avec un format, des couleurs, une qualité de papier incitant le destinateur, encore une fois, à la curiosité. Et puis, nous, on dit à un moment donné, si on met ces documents sous enveloppe et qu'on les adresse de façon nominative, et encore une fois, on passe du 0,0 à du 4,5% de retour, ce qui devient très intéressant. Et là, on voit bien que les moyens, à un moment donné, j'aurai mon retour sur investissement. Ça, c'était pour le boitage. On se dit à un moment donné, il y a ce qui… Bon, voilà. Et puis, sur la pige, donc prospection d'annonces téléphoniques sur des supports où les particuliers passent leurs annonces. Alors là, encore une fois, on s'est dit avec Julien, on part sur quoi? Est-ce qu'on écrit un script? Chacun son script, et puis il y a des gens qui détestent les scripts. Est-ce qu'on doit faire au feeling? Qu'est-ce que je dois repérer et qu'est-ce que je dois faire dans ma pige? Alors, est-ce que j'ai des scripts avec des méthodes classiques, bonjour, je vous appelle suite à l'annonce. Est-ce que vous êtes bien le propriétaire? Est-ce que c'est toujours à vendre, etc. Trouver des choses intéressantes à dire, des questions sur le bien. Certains ont une méthodologie, d'autres qui vont au feeling. D'autres utilisent beaucoup de bon sens. Ça veut dire… tiens, je me sers de ce petit LUVUTU, c'est-à-dire au moins je lis l'annonce, au moins je regarde l'annonce, il y a plein de choses qui sont dites dessus, et au moins je vois aussi qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dites, sur lesquelles je vais pouvoir poser des questions au propriétaire, éveiller sa curiosité et peut-être commencer à placer une éventuelle valeur ajoutée que je peux avoir suite à la lecture, à la vue et à ce qui n'est pas dit dans l'annonce qui pourrait intéresser les acquéreurs, et que peut-être que le vendeur aujourd'hui qui n'est pas encore en agence n'a pas identifié. Qu'est-ce que tu en penses de la pige aujourd'hui? Déjà, un, est-ce que c'est toujours un outil que tu utilises? Deux, un truc ou deux sur ce que je viens de dire sur la pige? Ouais, alors la pige, on l'utilise toujours. On sait que, voilà, grosso modo, un particulier sur deux qui commencera son parcours de vente de particulier à particulier finira par un professionnel. Donc déjà, dès que quelqu'un me dit je ne fais pas la pige, je lui dis si tu as envie de passer à côté d'un tiers du marché, c'est ton droit. Et moi, mon droit, en tant que chef d'entreprise, c'est d'inciter mes conseillers à piger. Donc, et la pige, pour moi, ce n'est pas un appel. Nous, on a une méthode de pige, c'est-à-dire la pige, c'est un appel scripté. Nous, tout est scripté dans la méthode de travail. Il n'y a pas de feeling, on veut du résultat. Donc, on scripte la pige. Et après, on va la théâtraliser, c'est-à-dire ce script-là, on va se l'approprier comme le faire un chanteur sur scène ou un comédien. Parce que tout est scripté chez les comédiens. Donc, on va faire un script. Et à l'issue du script, si on a un rendez-vous, on fait notre taf. Si on n'a pas le rendez-vous, on va envoyer une petite vidéo de présentation rapide pour humaniser cette relation qui aurait été peut-être courte au téléphone. Et ensuite, on va envoyer une séquence de conseils par SMS, vidéo ou courrier en fonction de ce qu'a envie de faire le conseiller sur 3 mois. Et donc, on va faire monter à maturité le besoin du vendeur jusqu'à ce qu'on le cueille, parce que je fais la métaphore du pommier toujours où tous les conseillers s'acharnent pour appeler les premiers en pige, ce qui est complètement bête parce qu'un vendeur, quand il part en pige, il est en phase enthousiaste, il n'a pas envie de travailler avec un particulier, un professionnel. Donc, ça ne sert à rien, il n'est pas à l'écoute de ce qu'on va lui dire. Par contre, les conseillers font que du one shot. Et nous, on a une séquence sur 18 interactions où en fait, on va cueillir ces vendeurs-là au bout de 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, peu importe, une fois qu'ils seront prêts à travailler avec nous. Et en fait, parce qu'ils sont passés tout simplement en phase de doute,
parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de visite ou alors qu'ils ont des offres qui vont être indécentes ou alors qu'il n'y a pas de retour. Peu importe, dans leur parcours, ils ont dit OK, j'ai essayé tout seul. Maintenant, je suis prêt à travailler avec un professionnel. Et comme les conseillers, très souvent, font un appel ou deux et puis ils arrêtent, ben à l'arrivée, en fait, tu fais une course où tu es tout seul et tu cueilles tes prospects vendeurs hyper facilement. Alors, j'aime bien alors, nous, encore une fois, alors, c'est pour ça qu'on te sollicite et merci encore d'intervenir, de nous partager tes pratiques sur lesquelles nous, à chaque fois, on reste, tu vois, c'est pour ça que je mets script ou méthodologie. On va avoir des gens qui vont dire, oh, bah, je veux pas de script, d'autres qui vont dire, je veux des scripts, d'autres qui veulent. Encore une fois, on va laisser, nous, en tout cas, moi, j'ai pas d'avis sur ce qui est mieux ou pas. C'est chaque chef d'entreprise. On pourrait comprendre que c'est peut-être utile, en tout cas, d'avoir une méthodologie. Mais bon, encore une fois, chacun fait à sa guise. Ouais, quand tu vas à la salle de sport, si tu n'aimes pas qu'on te dise quoi faire, tu fais comme je l'ai fait au début. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et c'est bien, tu rentres chez toi, tu as fait ce que tu voulais. Sauf qu'à un moment donné, si tu n'es pas clair dans tes objectifs, ouais, j'ai été à la salle, c'est bien, j'ai parlé avec des gens, mais mon corps, il n'a pas évolué. Par contre, si j'ai un coach aussi emmerdant qu'il soit, qui sait de quoi il parle, qui me dit, écoute, tu vas faire 15 répétitions, pas 12, pas 17, tu vas laisser 30 secondes, étonnamment, tu as des résultats. Donc en fait, moi, c'est pas tant qu'est-ce que tu aimes faire, mais c'est comment apprendre à aimer quelque chose qui donne des résultats. Et c'est une ouverture d'esprit autre que je le scribe. Non, et c'est ça, c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher dans l'esprit, dans le mental du conseiller, lui montrer qu'il y a beaucoup de choses et de ressources qu'il a en lui, mais sur lesquelles il est totalement obtus dans son travail. Non, tu vas élargir ton état d'esprit sur la prospection notamment, parce que la prospection, ça a une connotation ultra négative. Je sors de ma zone de confort, de peur et tout ça. Non, tu aimes la prospection, tu kiffes et après, tu vas t'amuser à prospecter. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que tu parles dans le nurturing, c'est-à-dire j'attends de regarder jusqu'à temps que mon porteur de projet est mûr, c'est-à-dire j'ai une première séquence qui est un appel téléphonique qui se transformera en rendez-vous ou pas, quand bien même c'est pas très grave. Le truc, c'est que derrière, j'ai des séquences avec derrière ça s'arrête pas. Il y a un courrier de remerciement par la vidéo ou par un mail qui part. Et puis derrière, il y a une vidéo de présentation. Et puis il y a j'offre les bons conseils ou en tout cas j'apporte de la valeur ajoutée. C'est ça qui est aussi très important à retenir et qui est parfois un peu défaillant dans certaines organisations commerciales, c'est-à-dire la récurrence, le message différent, varier encore une fois les canaux en fonction de ce que le conseiller aime bien, de ce que l'agence lui donne, quoi. Et là, on devient complètement différent. C'est ça un agent immobilier augmenté, c'est ça un agent immobilier qui survit et qui prend des parts de marché aujourd'hui, quoi. Tu es dans le multicanal. Même en pige, aujourd'hui, la pige, en fait, c'est pas du téléphone. La pige commence par un appel, continue par du mail. Donc, on est sur le digital, une vidéo, un tap-tap, un courrier. Donc, en fait, la pige, c'est vraiment l'écosystème par définition où tu es dans du multicanal à tout niveau. Et la pige, aujourd'hui, c'est réducteur. Ouais, moi, j'aime pas passer des coups de fil. Non, mais la pige commence par un coup de fil et il doit se terminer par une vente. Mais en tout cas, entre le coup de fil et la vente, il y a tout ce que tu vas mettre à disposition. J'ai des négos qui aiment la vidéo, ils vont faire tout en vidéo. D'autres, je suis pas trop à l'aise, donc je vais faire du courrier. C'est en ça que tu peux adapter ta méthode avec qui tu es, ce que tu aimes faire. Mais la méthode, par contre, c'est bien d'appliquer. Ouais. Mais je crois que c'est important cet éclairage. Je pense que ça peut aider beaucoup d'agents aujourd'hui, peu importe où ils en sont, mais dans une vision différente, de prendre de la hauteur, de voir l'exercice qui est des fois repoussant comme quelque chose en fait d'agréable, de construit et dans le temps avec plein de choses différentes que je peux faire. On a noté, nous, en tout cas chez nos partenaires, que certains se posaient la question ou font du sous-traitage de piges téléphoniques ou de l'aide via les SMS. Donc, certains prennent des sociétés pour faire des SMS, d'autres le font en interne. Voilà. Et certains cherchaient à sous-traiter la pige téléphonique. Bon. Sachant que si toi, ça s'inscrit dans un process qui n'est qu'une étape, normalement, tu ne dois pas être pour la sous-traitance de la pige téléphonique par une boîte extérieure, toi. Non, ben, c'est comme le boulanger. Hein. C'est celui qui fait son pain. Il sait exactement quand il vend quel va être le ressenti du client. Et tu as celui qui va acheter du pain déjà fait, qui le revend et la qualité, elle est aléatoire. Donc, moi, dans notre process, le business, aller chasser le business, pour moi, c'est ce qui fait qu'un conseiller immobilier sera leader sur son terrain et aucunement je vais externaliser ça. Et si jamais, et ça fait partie des options de mon réseau, demain, mes conseillers l'externalisent, ils l'externaliseront à un salarié de groupe C2I qui fera script, process. Donc, ça sera une externalisation internalisée. Tu vois, c'est un concept, mais non, on ne va pas externaliser quelque chose qui doit être un des facteurs clés de succès d'un conseiller immobilier.
Surtout au C'est départ, ça clair. représente 25, 30, 40% du chiffre d'affaires d'un conseiller à la fin de l'année. Donc non, faut apprendre à le faire et après tu te régales. Et puis c'est une tâche qui devient sympathique après. Donc C'est ça. Euh, on s'était dit là, alors je ne sais pas si on le garde là parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à faire encore, mais on s'était dit, est-ce que sur les objections ou les attitudes négatives qu'on peut avoir dans une pige à un moment donné et de comment les traiter, est-ce qu'on a un truc ou deux pour ceux qui sont coincés là dans je veux pas d'agence, je veux me débrouiller tout seul, vous allez être plus cher, etc. Est-ce qu'on s'en fait un ou deux, Julien, où on regarde si à la fin on nous les demande, et si on nous les demande, on le fera. Qu'est-ce que tu en penses? ouais, on peut le faire dans ce sens-là. Après, l'idée, on peut le faire s'il y a des questions, sachant qu'après, une réponse à l'objection au téléphone, moi, le téléphone, la pige, c'est fait pour prendre un rendez-vous. Donc, il faut surtout pas argumenter au téléphone. La pige, c'est debout pour être sternum et être en mode guerrier. C'est les mains libres, c'est une attitude, c'est souriant, et c'est surtout de se dire, quand je vais faire mes appels de pige, j'ai qu'un objectif, obtenir un rendez-vous. Et c'est vrai que l'objection, des fois, il y a des conseillers qui passent 25 minutes au téléphone. À quel moment tu connais le degré de réceptivité de la personne en face de toi, puisqu'elle n'est pas devant toi par défaut. Donc, moi, la pige, c'est on va vite et bien à l'essentiel. Nous, on a un script avec 3 réponses d'objection universelles pour juste obtenir le rendez-vous, mais nullement, j'ai un ami dans l'immobilier. Et en fait, les objections que je vais avoir en rendez-vous, je ne vais pas les utiliser au téléphone parce que je ne sais pas mon client s'il est réceptif. Par contre, juste sur l'objection, méthodologie de gestion de l'objection, j'ai une objection de la part de mon client, prospect à ce moment-là, j'observe une demi-seconde de silence pour amortir l'objection. Je vais toujours reformer l'objection. Donc, si j'ai bien compris, monsieur Dupont, vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, travailler avec une agence immobilière, ça vous coûterait trop cher. On doit accepter l'objection. C'est-à-dire, je vais l'accepter de façon physique en hochant la tête et intrinsèquement, je vais l'accepter. Je vais creuser. Expliquez-moi, monsieur Dupont, pourquoi, selon vous, c'est trop cher. Ensuite, je vais neutraliser. C'est-à-dire, je vais m'assurer que, monsieur Dupont, aujourd'hui, la seule chose qui vous bloque pour travailler avec nous, c'est cette notion de dire que c'est trop cher pour vous. Je vais solutionner et là, je vais faire un focus par rapport à la méthode de travail sur la solution et je vais contrôler. C'est-à-dire la question de contrôle, monsieur Dupont, est-ce que c'est maintenant clair pour vous? Très bien. Donc, vous préférez qu'on se voit demain à 14h, après demain à 18h. À chaque traitement d'objection, je vais closer. Je traite, je close. Je traite, je close. Et c'est un jeu, en fait. Ok. On verra si ça revient là-dessus. On va regarder, sachant qu'on se dit, je définis mon objectif, c'est-à-dire prendre un rendez-vous et non pas expliquer comment on va vendre le bien du client. J'ai une méthodologie de traitement d'objections et puis j'ai identifié peut-être 3 ou 4 objections récurrentes sur lesquelles j'ai encore une fois un réflexe et une connaissance parfaite, en tout cas, de cette argumentation-là. Bien sûr, tout ça ne peut se faire qu'en se formant et en s'entraînant. Encore une fois, on voit encore trop peu souvent de training, même de gens confirmés, alors que c'est un sport de haut niveau, la pige et toutes les opérations. Si je ne m'entraîne pas, le résultat risque de ne pas être très bon. L'appel téléphonique, c'est tout ce qui concerne la prospection téléphonique sur une zone donnée qui ne serait pas en pige, mais j'ai besoin de rentrer une maison, un appartement, peu importe un terrain, sur une zone précise, et je vais prendre l'annuaire et appeler. Alors, si j'ai des anciens clients dans ces zones, tant mieux. Mais en tout cas, je vais appeler en volume toute une zone ou toute une typologie de bien ou un quartier pour trouver un bien à la vente parce que je suis en recherche urgente d'une demande d'acquéreur sur quelque chose que je ne trouve pas sur les autres sources sur mes autres différents canaux. Donc, je cible une zone, un quartier via l'annuaire. Je reprends mon fichier client parce que si j'ai eu des ventes, des estimations dans ces zones-là, ça peut être des bons indicateurs. Et puis en avant en même temps. Donc, est-ce que ça, tu utilises aussi cette prospection téléphonique comme ça dans le dur ou dans le brut, Julien? Ça peut t'arriver? Ouais. Okay. 2 types de prospection téléphonique. Dans le brut, dans le dur, comme tu dis, si j'ai vendu un bien, je vais appeler toutes les personnes que j'ai vendues. Mais surtout, j'utilise mon téléphone par la denrée la plus chère qu'on a toutes et tous, qu'on n'utilise pas, notre répertoire, nos cercles d'influence. Donc, moi, mes cercles d'influence, je les sollicite 4 fois par an avec un client. D'accord. Donc, cercle d'influence plus apporteur d'affaires, encore une fois. Là, on dit mesurer votre retour sur investissement. Ça veut dire que c'est important d'avoir un CRM et de définir des indicateurs de performance et puis de regarder, de mesurer, d'analyser ce qui me rapporte, ce qui ne me rapporte pas. Si toi, tu dis tout à l'heure, j'ai cru comprendre que peut-être 40% du chiffre de certains était fait via une démarche dans laquelle il y avait de la pige, il est hors de question d'enlever ce canal-là et il faut même devenir excellent dans ce canal avec non seulement la première intention sur la pige, mais derrière la vidéo qui va bien, le mailing, etc. Donc, c'est de pouvoir mesurer en fait
encore une fois, l'efficacité des sources que je mets en place. On est évidemment d'accord là-dessus. Là, on s'est fait un petit jeu mais ok, la prospection ou les prospections offline, entre guillemets, c'est pas nouveau. Mais on vient de voir en même temps qu'il y a un état d'esprit, une façon de faire qui peut être totalement novatrice, néanmoins. Et puis, on s'est amusé à ce petit jeu de dire, au fait, c'est un mélange d'innovation et de tradition. Donc, qu'est-ce qui se faisait avant, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Alors, je vais faire avant parce que je suis plus âgé que toi, Julien. Donc, dans le avant, ce qui se faisait, c'était je fais une pige, ça s'arrête au premier nom. Parfois, il n'y a pas de suivi et je rappelle pas et ça rentre pas en suivi. Vendre à tout prix, c'était vraiment la démarche de j'ai beaucoup de bagou et je vends à tout prix là la mauvaise image entre guillemets. Je réfléchissais en tâches et en outils. J'ai des actions qui sont décorrélées les unes des autres. Il n'y a pas de cohérence et j'ai le même flyer. Ou alors allez, j'en ai 2 ou 3 dans l'année, mais c'est toujours le même. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, Julien? Disons, comme on parlait des cycles de vente plus longs, la vente commence au premier nom, lead nurturing, j'apporte de la valeur, j'apporte de la valeur. En gros, je vais arroser gentiment ma fleur et dans 3 mois, je vais l'accueillir et elle sera magnifique. Je vais accompagner mes prospects. Je suis tout le temps dans une optique d'offreur. Alors certes, 2 fois sur 10, 3 fois sur 10, ils vendront tout seuls. Par contre, ils auront une bonne image de moi, systématiquement. Donc j'accompagne toujours. Je donne, et sur le volume de dons, je reçois. Approche multicanal, c'est tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc pige, prospection téléphonique, physique, digital, tout ce qu'on veut. Storytelling, au lieu de dire j'ai vendu, je suis le plus grand, le plus fort comme tout le monde fait, non, j'explique. Monsieur Dupont m'a confié la vente de son bien après avoir essayé tout seul et du storytelling, tout ce que je fais en fait, au lieu de parler que de performance, j'explique l'histoire. Ce qui intéresse, c'est l'histoire. Finalement, le résultat, on s'en fout. C'est l'histoire. Et des flyers qui se démarquent, effectivement, on va travailler autant sur le fond que sur la forme. Voilà, on va avoir une graphiste. Le message est bon, la qualité est bonne et on évite de faire des trucs sur papier A4 écrit à la main. Voilà, c'est en termes d'image, on a connu mieux. Quand tu disais l'état d'esprit qui évolue, en effet, tu l'as évoqué, on peut le repréciser, c'est quelque chose qu'on commence à entendre maintenant, mais cette position de demandeur avec un discours tourné vers soi sans arrêt sur la promotion, de parler de soi, la promotion, je suis le meilleur, j'ai vendu, enfin c'est tout ce qu'on connaît bien. Et aujourd'hui, ce que tu appelles ou ce qu'on appelle la position plutôt d'offreur, c'est quoi ma valeur ajoutée, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que tu nous redis là-dessus en synthèse? Mais systématiquement, c'est voilà ce que je vous donne. Moi, je ne veux pas travailler avec vous, vous ne m'intéressez pas, vous êtes des voleurs. Très bien, j'entends tout à fait. Si vous me le dites, il y a probablement des raisons. Mais moi, de mon côté, je vais simplement vous donner des conseils. Et après, on te dit classique. À quoi ça vous sert? Vous ne travaillerez pas avec moi. Moi, dans ma tête, je sais pertinemment, après, c'est un état d'esprit, que je travaille avec lui. Parce que je suis convaincu qu'à chaque fois que je vais aider, je recevrai derrière, bien que ce ne soit pas le cas. Et ce client-là, je vais lui donner, et petit à petit, il va s'ouvrir, et après, il t'accueille comme ça chez lui. C'est-à-dire, voilà, donc j'offre du conseil. Comment faire une visite immobilière? Comment mettre en avant, voilà, les photos pro? Et en fait, naturellement, tu offres, au lieu de dire, j'ai vendu, travaille avec moi, on fait des estimations gratuites, donc tu es tourné que sur toi. Non, monsieur le vendeur, moi, je suis prêt à vous dire exactement comment il faut vendre, et vous vendrez tout seul. Sauf que si moi, un cuistot, demain, il fait ses tutos pour dire exactement comment faire ce plat-là, je serais incapable, après avoir vu 200 fois le tuto, de le faire. C'est ce qui est magnifique dans cette posture d'offreur, c'est que tu offres, mais que tu en auras une grande majorité qui auront besoin de toi à l'arrivée pour Bien sûr. que la recette soit bonne. Parce que tu as tout faire, mais il n'y a que toi qui sais comment compacter tout ça. Exactement. On est dans la même chose là sur encore une fois sur quand toi tu disais, on a essayé de regarder ce qui avait bougé un peu. Il y a des choses qui ont bougé. Cette source d'apporteur d'affaires qui est parfois une tarte à la crème ou un mauvais biais quand tu disais les gens démarrent avant même de connaître ce métier et d'humaniser la relation et de connaître des gens, d'aller apporter et offrir, je sais pas quoi, une réduction, un bon, une partie des honoraires, alors qu'un réseau d'apporteurs d'affaires aujourd'hui, il est très varié et encore une fois, c'est un vrai métier d'identifier ses sources de contact, de créer du lien et de le faire vivre. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, moi, mon réseau de cercles d'influence, je prévois 3 fois ou 4 fois par an de faire peut-être une action précise, donc de ne pas sous-solliciter, de ne pas sur-solliciter, mais en tout cas, il y a bien des actions. Donc là, on a mis tout un tas de sources de contact qui pourraient être des apporteurs d'affaires, les anciens clients, les clubs d'entrepreneurs type BNI ou autres, les associations de commerçants, les partenaires,
les solutions digitales de mise en relation, les diagnostiqueurs, les courtiers en financement, le sponsoring local, les publicités, les magazines, les locaux et l'intercabinet. Voilà. Tu es d'accord avec ça d'abord, c'est un vrai métier d'identifier des apporteurs d'affaires. Il y a une manière de faire et ça peut être très rentable si je sais bien faire tout ça. C'est ça, on crée du lien et on a de la récurrence. C'est-à-dire, voilà, le lien il va être créé sur l'humain, ça évitera de le créer sur l'argent parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui donnera plus à un moment donné. On crée le lien sur l'humain et une relation humaine, ça s'entretient. Donc, moi, mes amis, si je ne les vois pas pendant X mois, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi. Les apporteurs d'affaires, c'est pareil. Alors, c'est du temps, mais c'est du temps qu'on doit prendre dans son agenda. Ça fait partie de la prospection. Moi, c'est comme la vente indirecte. Tu avais tes boutiques Bouygues Télécom qui vendaient le Bouygues vendait en direct et il y avait toutes les boutiques de vente en direct. J'anime un réseau. En fait, ce sont mes commerciaux. Et les apporteurs d'affaires sont les commerciaux de nos commerciaux. C'est pas plus compliqué que ça. Ils travaillent au quotidien pour nous sur le terrain. Et en dehors d'être apporteurs d'affaires, on doit les tirer à devenir des ambassadeurs. Mais ça se fait pas avec 500 € en claquant du doigt. C'est du temps, c'est de l'organisation, c'est des repas, c'est de l'échange. C'est voilà, on crée du lien, ça prend du temps, mais après c'est fort. On fait un petit focus sur ceux qui ont une agence ou un lieu de vente ou un market center ou une grande agence ou une plus petite agence d'ailleurs, peu importe. Comment je peux faire de mon agence un lieu de vie et de proximité dans votre quartier? Tout à l'heure, tu disais que c'est inéluctable ou je dois devenir en tout cas l'agent immobilier incontournable dans ma ville. Je dois connaître, transmettre, rencontrer les gens à l'instar de d'autres commerçants ou d'autres professions ou d'autres acteurs de la ville. En partant du principe que ou des murs ou un loyer, ça coûte cher et qu'il n'y a pas tant que ça de clients qui viennent spontanément sur un point de vente, l'idée, c'est de dire comment je peux apporter de la vie et faire venir des prospects dans mon point de vente avec des événements multiples qui est, d'abord, je me positionne comme étant, bien sûr, je suis le spécialiste des métiers de l'immobilier de ma ville, ça c'est super bien, ok, super, ça sera peut-être même marqué sur l'agence. En l'occurrence, je dois essayer de devenir surtout aussi un acteur local incontournable. Comment? Alors, il y a des choses très classiques et ça demande aussi du métier et un savoir-faire de dire comment dans ce lieu je peux exposer, dépeindre des photographes, peu importe, des artistes locaux qui ont un peu de notoriété. Cette notoriété-là, eh ben, il va me drainer des clients qui seraient peut-être pas venus dans mon point de vente et auquel cas, c'est très intéressant d'avoir du trafic dans mon agence, ne serait-ce que pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Je fais du buzz, etc., etc. En sortant un tapis rouge devant l'agence, en organisant quand c'est, je sais pas, la fête du vin, de faire venir le caviste, de faire des animations, de faire des vide dressing parce que c'est des choses qui fonctionnent, de faire pour mes recrutements des apéro pitch, pour faire des choses plus immobilières avec faire venir un coach 1 heure par jour, écrire un coach déco, hein, écrire à l'ensemble de mes prospects ou bien l'afficher, bien communiquer pour que les gens viennent prendre des idées sur l'aménagement, les couleurs, etc. Je viens encore offrir pour essayer d'avoir du lien, de la confiance, échanger, me positionner comme un acteur différent. Évidemment, je peux faire aussi rencontrer mes vendeurs et mes acheteurs sur des soirées acheteurs, investisseurs, etc. Je peux créer des espaces éphémères. Je peux faire venir des gens qui sont spécialistes de syndic, spécialistes de choses très immobilières, des notaires, pour expliquer aux gens c'est quoi les droits de succession, c'est quoi les régimes matrimoniaux. Donc, je peux faire des trucs complètement immobiliers ou environnement immobilier ou complètement décalés pour, encore une fois, faire ce que les autres ne font pas. C'est un vrai métier d'organiser ça, il faut avoir la volonté de le faire ce qui vous plaît comme type d'animation, mais en tout cas, ça peut marcher très fort. Et on sait bien qu'il y a encore un peu de brouillard quelques semaines là, mais que rapidement, il n'y a pas de mur derrière, comme disait l'autre, et qu'on va reprendre du présentiel, on va reprendre à un moment donné du contact physique. Et encore une fois, l'agence doit être beaucoup plus mise en valeur et être beaucoup plus active pour générer des prospects et des clients. Tu partages ça, Julien, avec la suite qui est comment on pourrait animer une vitrine physique un peu différemment? Total. Aujourd'hui, comme tu le disais, c'est un poids, c'est une charge. Ça doit plus être une charge. Les associations du village, elles doivent plus aller dans la salle miteuse municipale. Elles viennent dans l'agence, on leur paye l'apéro. Parce qu'il y a un principe chez l'être humain de redevabilité. À chaque fois que je vais donner, naturellement, sans rien demander, ça revient à moi. Et voilà, je vais faire toutes les associations. Ça pose problème, tu parlais d'un coach, mais ça peut être aussi, nous, à l'agence, on a fait des ateliers de sophrologie. Super. Oui, yoga, tout est possible. Hein. J'ai vu ça aussi. Hein. Donc, tout est possible. Du monde qui voit qu'on est
pas l'agent immobilier comme on est vu encore malheureusement, l'arriviste. Non, on est là, on est une personne sympa, on apporte, on discute et naturellement, tout se finit par une discussion autour de l'immobilier. Parce que tu fais un apéro après, tu es là, on parle. Parce que l'immobilier, on a la chance, c'est que ça fascine tout le monde. On fait un repas, on parle d'immobilier, toujours tôt ou tard, ou pendant tout le repas des fois. Donc là, il suffit juste qu'il y ait du monde, ils savent où ils sont et naturellement, on parle d'immobilier. Je regarde en même temps si on a des questions. Donc, animer votre vitrine physique, c'est la prolongation. Hein. Je peux dire, on est au mois de mai, juin. En général, il y a Roland Garros. Tiens, j'ai trouvé un photographe dans la ville qui était spécialisé sport et tennis. Je fais mon expo photo tennis. Je mets des raquettes je fais un accord avec le vendeur de Sport 2000 du coin ou une autre marque. Je mets des raquettes de tennis, des balles jaunes un peu en vitrine. Et puis, pourquoi pas de la terre battue rouge devant l'entrée avec un tapis rouge comme VIP, comme je pourrais avoir Roland Garros, et un jeu concours. Je fais un truc comme ça, à mon avis, je vais certainement être un des rares à faire du buzz et à surfer sur l'événement et à faire vivre mon point de vente d'une manière dynamique. Et je peux répéter ça à outrance sur le printemps, le ski, les vacances balnéaires, en sortant encore une fois une table, des parasols, etc., pour aller au contact de mes clients et faire différemment, quoi. C'est ça, quand on dit animer votre vitrine physique, qu'on se retrouve avec, bien sûr, une mise à jour des annonces et que ça soit joli, et pour certains des écrans, d'autres pas des écrans, du papier ou pas de papier. Bien sûr, c'est la base. Mais derrière ça, je peux encore une fois que ce poids de loyer, encore une fois, important, se transforme plutôt en investissement et en retour d'investissement et en rentabilité. Donc plus un investissement qu'une charge, quoi, pure et dure, quoi. Donc je peux vraiment faire des choses rigolotes, encore une fois, et différentes pour qu'elles soient encore écran, pas écran. Je peux personnaliser. Enfin, en tout cas, tout ce que je viens d'évoquer un peu à la volée. Je regarde en même temps si on a des questions. Oui, on a des questions. Donc on va essayer de répondre aux questions. Donc ça, c'est super. Bien, impeccable. Le 6 mai, ça ne sera pas avec Julien, mais ça sera super aussi. Julien, les questions. Comment utilise-t-on la carte de prospection chez Meilleurs Agents? Ça, je vous propose de regarder en contactant directement sur notre site ou au téléphone et de demander une démo. Ça dure 10 minutes, vous avez une démonstration et c'est encore plus simple. Comment continuer la prospection physique en plein confinement? Tu veux répondre à ça, Julien? Ben, oui, alors la prospection physique en plein confinement continue. Voilà, on a juste l'interdiction d'ouvrir nos agences, donc nos agences sont fermées. Après, on est dans nos 10 km, on travaille. Donc, moi, je suis dans la rue, je prospecte, il n'y a pas de souci avec ça. On continue. Il n'y a rien qui change du tout. Okay. Ouais, y a même pas Toujours distanciation physique basique, mais il n'y a que les agences qui sont fermées. Exactement. Le reste, pour certains, tout le monde fait comme avant et comme après, quoi. C'est ça. Comment obtenez-vous des coordonnées des gens de votre zone? Nom, prénom et adresse. Si c'est pour la carte de prospection, si c'est pour Meilleurs Agents, on n'a pas et on ne donne pas, parce qu'on est RGPD, les noms, prénoms et adresses, mais la zone qui des fois est précise. Julien disait 80 ou 50 mètres ou 80 mètres ou 120 mètres. En tout cas, c'est plutôt une zone où on va trouver un pâté de maison ou un bloc d'immeuble sur lequel on a le type de bien et l'estimation du bien qui nous permet de le trouver, si c'était ça. J'ai une autre question qui est sur les annonces en PAP. Il est souvent écrit « agent s'abstenir ». Comment gérer ce point? Est-ce qu'on peut téléphoner quand même? Est-ce que tu veux t'y coller, Julien? Ouais, alors je m'y colle et je réponds juste en même temps à l'autre question et je m'y colle. Très bien. Ouais. Si tu veux récupérer, et c'est la base, on doit aujourd'hui avoir la base de données de 2500 boîtes aux lettres. Nom, prénom, on doit tout savoir. C'est très simple. Faites des jeux concours. Comment on va vous donner vos coordonnées? À chaque fois, réfléchis. Là, encore une fois, on réfléchit nombriste. Nous, non, réfléchis l'autre. Pourquoi l'autre donnerait ses coordonnées? Si demain, vous faites un concours en donnant 1 million d'euros à celui qui participeront, étonnamment, vous aurez toutes les bases de données. Bon, après, il faudra fermer l'agence, ça fera trop cher. Mais nous, on fait des jeux concours Saint-Valentin, on fait des jeux concours pour Pâques, on fait des jeux concours Coupe du Monde et on récupère 200, 200, 200, 200. Au bout de 2-3 ans, on a une base de données totale. Et pour la question suivante, effectivement, monsieur le vendeur, je me permets de vous appeler. J'ai bien vu agence s'abstenir. Pouvons-nous parler 1 à 2 minutes gentiment et sans préjugés? Est-ce que c'est possible? Donc, s'il y a écrit agence s'abstenir, ça ne sert à rien de faire semblant de passer entre les gouttes. On arrive en mode, je suis un démineur. Je démine tout de suite ce truc-là et on parle. Et en fait, voilà. Donc, oui, on y va franco et on ne fait pas semblant d'eux ou on ne dit pas au dernier moment, au fait, je suis une agence. Non, tout de suite, je désamorce. Alors, certains nous demandent des agendas types, d'organisation et de choses comme ça. Vous allez pouvoir trouver
une partie des réponses sur Wikimo Pro, dans notre médiathèque, dans lequel on a plusieurs séries de gestion du temps, d'organisation en agence. Donc voilà, moi c'est la proposition que je peux vous faire en tout cas, c'est d'aller sur cette médiathèque qui est sur Wikimo Pro, le blog pro là. Il suffit d'y aller en direct. Moi je pense que c'est pas mal. On est arrivé, Julien. Alors on a un questionnaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous souhaitez comme prochain thème important pour votre métier de tous les jours? Merci de répondre à ce questionnaire et de bien répondre encore une fois sur ce qu'a été, ce que vous voulez, quelles sont les questions qui resteraient. Ça, c'est très important. Le blog pro, Wikimo Pro, la médiathèque, vous avez des formations en replay, les guides pratiques, les vidéos, les podcasts et les infographiques dont vous pouvez vous servir soit pour animer vos équipes si vous êtes manager ou patron d'agence, soit avec vos clients directement, c'est-à-dire vos clients vendeurs ou acheteurs. Donc ça, c'est parfait. Et nous, on se retrouve à 2 dates, le 6 mai, où on va revisiter en regardant encore une fois, tiens, est-ce que quelque chose a changé puisqu'on a un surplus d'acquéreurs qui a été divisé par 2. Donc, il y a une approche avec les acheteurs qui est peut-être modifiée, même si on est sur un marché immobilier aujourd'hui qui semble bien décidé à profiter du retour des beaux jours, même si c'est encore frêle à la météo ou un peu frileux. En tout cas, les nouvelles mesures pour endiguer la Covid ne découragent pas les porteurs de projets, en tout cas ce qu'on constate nous aujourd'hui. Par contre, il y aura certainement des conséquences parce qu'il y a une désorganisation là, momentanée géographique avec des familles, des petits-enfants qui sont gardés à gauche à droite. Donc, c'est peut-être un peu désorganisé, mais en tout cas, on est très optimiste. J'en profite pour remercier, il fera la conclusion, Julien. C'était super bien. Ça ne sera pas avec toi le 6 mai, mais ça sera avec Olivier Nicot de La Forêt Champagne, Châlons-Champagne et toutes ces autres agences pour revisiter un peu notre approche avec les acheteurs. Julien, je voulais te remercier beaucoup du temps que tu as pris. Je sais que tu as beaucoup d'activités, beaucoup de fer au feu et c'était très important que tout le monde puisse t'entendre sur du concret. Et je te laisserai conclure du coup. Ouais, bah écoute, avec plaisir. Par rapport à une question notamment sur l'emploi du temps type qui a été donné, je peux t'inviter à faire 2 choses. La première, c'est que tu peux aller sur mon site, donc www.julienraffain.fr. Tu m'envoies un message sur Facebook et je ferai passer les ressources avec plaisir. Et la deuxième, moi, tous les lundis soirs à 18h30, je fais des lives depuis 3 ans qui sont ouverts à tous les conseillers immobiliers de France, en réseau, en agence, chez notaire, je m'en fous, je suis là pour aider. Donc, et les thématiques, c'est toutes les questions au monde. Donc là, on est sur un échange Facebook. On parle de prospection, de prise de mental, de mindset, de ce que vous voulez. Je vous donne des conseils et je le fais tous les lundis soirs à 18h30 avec grand plaisir. Et puis, je me régale d'échanger avec les conseillers. Donc, n'hésitez pas et puis je vous dirai pas non et puis je vous aiderai comme je le fais tout le temps. Donc voilà, avec le sourire, comme toujours. Eh bien, écoute, merci Julien. On vous remercie tous et on vous dit à très bientôt. Bonne prospection à tous, bon business. À très bientôt. Merci d'avoir pris du temps et partagé ensuite le replay qui va arriver incessamment sous peu. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Salut Julien.